Bonjour à tous. On va débuter cette conférence hebdomadaire qui sera la dernière avant les vacances du mois d'août. Une semaine dernière qui a été très chargée en termes de publication. Donc on va avant tout se concentrer là-dessus. On passera rapidement sur l'évolution des différents indices. Mais voilà, juste un mot pour dire qu'il y a eu beaucoup de publications à la fois chez nous en France, mais aux États-Unis, que néanmoins ça a été un peu éclipsé par les nouvelles évolutions du conflit au Moyen-Orient, avec les nouveaux bombardements qui ont entraîné une remontée du prix du baril. Une semaine qui a été une fin de semaine qui a été un peu meilleure, mais en tout cas ça a été quand même très mouvementé encore. Des publications qui ont été plutôt correctes dans notre univers. Si on regarde à l'inverse aux États-Unis, on a eu des semaines plus compliquées dans la tech avec toujours une forte polarisation des investisseurs sur les mouvements d'investissement massif des géants de la tech américaine. Et clairement, en fin de semaine, enfin, mercredi, les annonces d'Alphabet de la forte hausse de ses capex et une réduction de ses liquidités a entraîné une nouvelle correction pour ces valeurs de la tech. Et bien finalement, sur l'ensemble de la semaine, on a un Nasdaq qui perd près de 2%, alors que le S&P et le Dow Jones sont plutôt autour de -0,5. En Europe, en moyenne, on est légèrement positif, autour de -0,6 en moyenne, avec l'Allemagne qui est quasiment un DAX qui est à plus 1%, et un CAC 40 qui a donc terminé à plus 0,4%. Alors pour le CAC 40, donc la séance de vendredi après-midi a permis de légèrement remonter. On a 45% de valeur en hausse sur la semaine passée. Les principaux mouvements hors, je ne reviendrai pas sur Total Energy qui rebondit assez logiquement, mais on a eu une semaine très positive pour le secteur aéronautique défense, avec Airbus et Thales qui progressent tous les deux de 6%. Spécifiquement sur Airbus, ce qu'on a noté, c'est que bon, d'une part, le groupe a annoncé un programme de rachat d'actions de 5 milliards d'euros, donc qui a soutenu le cours. Et surtout le groupe a enfin, je dirais, annoncé des perspectives à 2030, 2029 aussi plutôt, ce qui était attendu par le marché, hein, depuis un moment, de pouvoir se projeter. Et donc Airbus vise enfin, pratiquement un doublement de son résultat opérationnel, entre 12 et 13 milliards d'euros à l'horizon 2029, contre à peu près 7 l'année dernière et 7,5 en 2026. Et le groupe continue d'attendre, hein, une très forte montée en cadence, avec un objectif de 70-75 unités mensuelles en 2027. Donc voilà, des perspectives très solides, et on le verra sur les small et mid. C'est également ce qu'observe Lizzie, qui réalise de très bonnes performances sur ce premier semestre, et ça a aussi soutenu le cours de Figeac Aéro. Voilà, et sur Thales, on a également des résultats en progression, et des analystes qui ont revu leurs objectifs à la hausse. Euh, Hormis ce secteur aéronautique défense, on notera le rebond d'Asso Systèmes, qui finit en hausse de 11,2%. Le titre reste néanmoins en baisse de près de 17% year to date. Bon, néanmoins, le groupe a publié mercredi soir un chiffre d'affaires du deuxième trimestre en hausse de 4% à change constant. La fourchette était de plus 2 à plus 5%. Et la marge opérationnelle s'est améliorée. Le BNPA est en hausse de 8%. Il y a un début d'amélioration sur Dassault Systèmes, qui, sur le premier semestre, a été une des grandes victimes de l'IA. Côté baisse, une baisse notable, c'est ST Micro, qui a connu jeudi une baisse de jusqu'à -18%. Après, il y a un T2 qui était au-dessus des attentes, mais c'est la guidance du T3 qui est légèrement en dessous des attentes du consensus. Et évidemment, compte tenu du parcours impressionnant, enfin, on est à plus 108% year to date encore, donc évidemment les attentes étaient très élevées, et eh bien les guidance n'ont pas été suffisantes pour entretenir cette hausse. LVMH est le secteur du luxe qui a souffert.
moins 6,7 pour LVMH. Kering est également en baisse et c'est en lien avec la publication décevante de Moncler jeudi. Enfin, Carrefour, moins 6%. Une séance de vendredi qui a été compliquée pour le groupe avec des résultats semestriels qui ont été inférieurs aux attentes. Néanmoins, le ROC progresse de 4%, mais ça reste inférieur au consensus. Voilà, je passe rapidement maintenant au CAC Next 20. CAC Next 20 qui lui progresse de 0,6%, 60% de valeur en hausse et une valeur qui a largement tiré l'indice, c'est Soitec. Soitec plus 32%, on est quasiment à plus 400% depuis le 1er janvier. Contrairement à ST Micro, Soitec a surpris positivement sur ses guidance justement. Le T1, puisqu'on est en exercice décalé, mais le T1 était en hausse de 23% en organique contre une guidance de 15%, donc c'était déjà un peu supérieur à la guidance, mais surtout au T2. Le groupe attend une nouvelle accélération il attend plus 30%, enfin plus de 30% de croissance organique au T2, alors que le consensus était plutôt autour de 10 à 15% de croissance. Voilà, donc c'est la très bonne surprise. Et puis pour continuer dans la lignée de ce qu'on a observé sur le CAC 40, il y a Dassault Aviation dans le secteur aéronautique défense qui gagne également 4,8%. Le groupe a affiché, lui, un bon spectaculaire de son résultat opérationnel ajusté, plus 83%. Voilà pour les hausses. Bon, il y a également GTT, mais là, GTT, on est dans le secteur parapétrolier. Il n'y avait pas de news spécifique. À l'inverse, en baisse, forte baisse pour Sartorius Stedim Biotech, moins 10%. Il y a eu deux choses dans la semaine. La première, c'était Danaher dans le secteur qui a déçu et qui a donc emporté le secteur à la baisse, plutôt en début de semaine, mardi. Et puis jeudi, il y a eu la publication semestrielle de Sartorius Stedim qui a été inférieure aux attentes, avec un chiffre d'affaires en hausse de 3% en publié et de 8% à taux de change constant. Même si les gains annuels ont été confirmés, on a une déception et bien globalement le secteur de la santé a été vendu la semaine dernière avec bioMérieux également qui a cédé 4,2% dans l'ensillage de la publication de Danaher également, et puis Bivax dans les biotech qui a reculé. On passe maintenant au mid 60, plus 1,4%, 55% de valeur en hausse. Une news qui a pas mal soutenu l'indice vendredi, c'est l'offre sur Argan de la part du belge WDP. Donc, on est dans l'univers des foncières et Argan a pris 17,5%. Pour le reste, dans le secteur de la défense, Exosense gagne 10%. Le groupe a annoncé un nouveau contrat pour équiper les forces armées tchèques. Mais on a les cabinets, les bureaux d'analyse de Bernstein et Dodo qui ont confirmé leurs recommandations positives. À côté de ça, donc, on a les bonnes publications de Ipsos, mais on reviendra juste après sur justement ces publications qui ont très bien réagi. Et puis toujours dans les hausses, Vusion Group qui avait repris 12% la semaine passée. Après la baisse de la semaine précédente, et on notera que ce matin, Vusion a annoncé un rachat l'acquisition d'une société espagnole, Instor Media, une société qui réalise à peu près 120 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà pour les évolutions que je voulais évoquer. En baisse, Ubisoft, au moins 12%. Là, on a eu un net booking qui est encore un peu déçu. Et globalement, on voit que tout ce qui est lié à la consommation souffre, puisque Interparfums a également cédé 10% à la suite d'un T2 qui est encore en baisse, moins 6% publié, moins 3% en organique. Le groupe n'attend plus de croissance organique sur l'ensemble de l'année. Je passe maintenant au CAC Small. Le CAC Small qui, lui, est négatif sur la semaine, moins 0,6%. Il y a eu moins de soutien pour l'indice. Et il y a notamment Nexity qui a pesé sur la performance. Nexity qui a
qui a publié un chiffre d'affaires semestriel en retrait de 18%. Là, on a une amélioration des résultats, hein. Le ROC qui est quasiment doublé, donc qui ressort à 12 millions d'euros. Mais en fait, ce qu'on a surtout retenu, enfin, ce que les investisseurs ont surtout retenu, c'est c'est qu'il y a quand même un ralentissement des prises de commandes sur la partie des primo-accédants depuis le début du conflit au Moyen-Orient. Je dirais que la reprise qui était observée depuis 6 à 9 mois a marqué un temps d'arrêt. Sur la partie investisseur, ça se passe encore bien, mais sur les primo-accédants, ça s'est grippé. Donc c'est ce qui a surtout pesé sur le titre. Et parmi les autres pondérations importantes, Robertet a perdu moins 5,5% avec un chiffre d'affaires récent en retrait de moins 0,5%. En organique, on est quand même en hausse de près de 3%, plus 2,8%, mais le groupe est un peu en retard sur son objectif annuel d'environ 5% de croissance organique. L'objectif a été confirmé. Bon, il n'y a rien de catastrophique, mais bon, le titre est quand même assez bien valorisé. Et donc, il y a eu une légère correction. Voilà, et sur autre baisse française de l'énergie qui a à la fois enchaîné la semaine passée des annonces de pertes sur les couvertures sur les prix de l'énergie. Et bien, cette semaine, enfin la semaine passée, on a eu un chiffre d'affaires annuel en repli de 4%, ce qui signifiait un moins 15,5% au T4. Donc, bien, même si les objectifs très ambitieux à l'horizon 2030 sont confirmés, eh bien, le news flow à court terme n'est clairement pas positif. Voilà pour les évolutions que je voulais évoquer avant de passer aux publications. On va directement passer aux publications pour rentrer dans les choses qui nous intéressent le plus. Ce qu'on va faire, c'est que chacun des analystes va évoquer deux publications de la semaine passée. Je donne la parole à Aurore maintenant. Aurore, si t'es en ligne. Ouais, Oui, 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 vous m'entendez bien. ouais, c'est bon. Oui, donc je vais vous parler de Virbac qui a publié son second trimestre, un très bon second trimestre, hein, globalement en ligne avec nos attentes. Un seul bémol sur les US, mais qui ont rencontré un double effet négatif sur le trimestre, mais qui devrait se régler sur le reste de l'année, et qui est relatif à un blocage réglementaire sur un contrat de façonnage et à quelques difficultés d'approvisionnement sur des produits destinés aux animaux de production. Des difficultés dont avait parlé un de ses concurrents, le numéro 1 mondial, Zoetis, notamment sur le trimestre. Globalement, c'est une très bonne publication puisque le groupe a publié une croissance organique de 7% sur le seul second trimestre, 5,5% si on parle vraiment de croissance pure, c'est-à-dire hors le médicament Thyronorm. Donc c'est tout à fait en ligne avec nos attentes et ce qui a permis notamment au groupe de viser le haut de fourchette de sa guidance de croissance annuelle. Une guidance sur laquelle le groupe a généralement tendance à se montrer prudent, donc c'est un signal très fort donné au marché. Il a néanmoins maintenu ses objectifs de marge et de free cash sur le reste de l'année. Je rappelle que c'est une publication qui est très rassurante. Le cours du titre avait nettement dévissé depuis le début de l'année pour deux raisons en particulier. D'abord, le président de Seva, qui est le numéro 6 mondial juste devant Virbac, avait ouvertement évoqué la possibilité d'un rapprochement avec le groupe avant de nommer Sébastien Lang, qui était l'ancien CEO de Virbac, nommé au poste de DG de Seva. Un projet qui avait été fermement démenti par le management de Virbac. Et le deuxième fait qui avait un petit peu chahuté le cours de Virbac, c'était justement la publication du T1 très décevante du numéro 1 mondial Zoetis, qui avait évoqué des difficultés justement sur le marché US. Donc on estime que compte tenu des perspectives de croissance du groupe et de la bonne trajectoire depuis le début de l'année de croissance, le cours actuel présente un bon point d'entrée si on se réfère aux multiples de valorisation actuels. Le deuxième dossier que je voulais évoquer, c'est Vente Unique, qui a publié son troisième trimestre, qui est un exercice décalé, un excellent troisième trimestre, après déjà deux premiers trimestres particulièrement forts. Donc un troisième trimestre en croissance de 23%. Je rappelle que ce n'est pas exactement de la croissance organique, hein, la société donne pas le détail de la croissance organique. Dedans, il y a un petit peu de croissance marketplace et surtout le groupe ouvre depuis plusieurs trimestres de nouveaux périmètres, de nouvelles géographies en Europe. Donc ça entre évidemment en compte dans ces croissances. Ce qu'il faut
ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est qu'en France, qui est le marché historique du groupe et qui, selon les données du secteur, est en repli depuis plusieurs trimestres, le groupe réalise quand même 9% de croissance. Donc c'est quand même un très bon niveau d'activité sur cette géographie qui est en baisse chez tous ses concurrents. Donc, je rappelle simplement que depuis le début de l'année, hein, les principaux relais de croissance, ce sont essentiellement la marketplace et l'international qui fonctionnent très bien. On a échangé un petit peu avec le management qui a évoqué le début du quatrième trimestre et qui ne voit pas de fléchissement de la croissance, hein. Globalement, le début du quatrième trimestre démarre sur les chapeaux de roue dans la lignée du troisième trimestre. Donc, on peut se montrer raisonnablement optimiste sur la fin de l'année. Un autre élément qu'il faut bien avoir en tête, c'est qu'effectivement, le secteur est en grande souffrance. On a vu les difficultés de Maisons du Monde, d'Alinéa, ce qui a créé un véritable appel d'air pour Vente Unique, qui est vraiment un pure player online et qui récupère justement tous les clients déçus de magasins physiques plus traditionnels qui se sont véritablement tournés vers des acteurs qui ont franchi le pas d'aller acheter sur des sites, des pure players online globalement depuis la crise Covid et qui s'est accéléré justement avec la consolidation du secteur. Et en termes de valorisation, on est sur des niveaux très raisonnables lorsqu'on compare la valorisation à celle d'autres acteurs, notamment nordiques qui enregistrent, ou allemands encore, qui enregistrent des niveaux de croissance nettement plus faibles et des niveaux de marge bien inférieurs à ceux de Vente Unique. Donc ça reste une valorisation tout à fait correcte pour le contenu du profil de Vente Unique. Merci Aurore. Je vais passer la parole maintenant à Léo pour évoquer ID Logistique et Ipsos. Oui, concernant les logistiques, je vais faire au T2, donc qui était en forte croissance en 23% en organique, supérieur à nos estimations, donc on pensait plutôt faire quelque chose de l'ordre de 10 à 12%. Et cette forte croissance elle est toujours portée par les États-Unis. Le groupe fait une croissance de 52% en organique, mais l'Europe, hors de France, reste toujours très dynamique aussi, avec une croissance de 22% en organique. Donc il semble bien que le plan de management d'expansion aux États-Unis fonctionne très bien, que la croissance est bien au rendez-vous. Et aujourd'hui, le groupe est valorisé à un price earning de 20 fois. Et au vu de cette dynamique de croissance à 20%, la valorisation nous paraît assez abordable. Donc c'est une conviction assez forte. Nous sommes toujours à l'achat sur les logistiques, surtout que le plan aux États-Unis délivre avec aussi des pays européens qui sont en expansion. Aussi, c'est juste le point à tenir aussi que les États-Unis, c'est aussi un driver de marge parce que les activités aux États-Unis, ils ont un point de marge de plus par rapport aux activités en Europe. Concernant Ipsos, après un T1 timide avec moins 1% de croissance, le T2 est plus dynamique avec une croissance de 3% qui a été largement au-dessus en fait, de consensus. Le titre a plutôt bien réagi. La MOC, elle est en baisse de quelques bips du fait du marge d'un mix d'activité. En fait, c'est la marge brute qui est en retrait, due à une croissance des activités plutôt citoyen public qui nécessite plus d'un collecte de données de face-to-face qui est donc moins margé. Sinon le management a revu à la baisse sa croissance de 3% à plutôt 2% sur exercice. Nous, on est à l'achat sur le titre surtout en raison de valorisation. La valorisation aujourd'hui, elle est très faible. On a un free cash flow yield de 13%. Et tant que le chiffre d'affaires reste constant, voire en légère croissance, nous parions sur un re-rating de multiples, parce que la valorisation, elle est totalement très faible aujourd'hui. Donc c'est pour ces raisons qu'on est à l'achat. Ouais, merci Léo. Et Alexis, je te laisse finir. Ouais, alors moi j'ai un tout petit peu triché parce que je vais parler de trois sociétés, mais on va parler de Crit et Synergie en même temps. Donc oui, sur les deux groupes, on a une croissance organique de 2% avec des dynamiques qui sont à peu près les mêmes, même si on peut dire que Crit a quand même surperformé le marché français et Synergie, parce que Crit progresse en fait de 0,7% sur ce marché, qui fait moins 1,2%, alors que Synergie fait moins 0,6%. Et à l'international, on a une dynamique positive pour les deux groupes, notamment en Europe du Sud, avec l'Italie et l'Espagne. Et l'autre point positif, c'est Randstad qui a publié la semaine dernière une croissance positive sur le Q2, donc de 2%, donc une reprise dans le secteur, et notamment en Allemagne, qui a fait plus 4%. Donc voilà, c'est un point positif pour Crit et Synergie qui sont tous les deux exposés à cette géographie qui est en difficulté depuis un moment.
Bon, le secteur tient, semble que la dynamique commence à être un tout petit peu plus positif et on a les deux sociétés qui se payent encore 3 fois le ROC 2026. Donc, on pense que ce sont deux dossiers qui sont encore intéressants à regarder. Et sur 74 Software qui a publié les résultats de son S1, on est sur un très bon premier semestre. On a une croissance de 7% avec une contribution des deux marques qui sont Axway et SBS. On a la trajectoire de bascule entre les licences et les souscriptions qui prend une bonne direction, car en fait la purge des licences dans le portefeuille de SBS commence à être quasiment terminée et le groupe va pouvoir se concentrer maintenant vraiment sur la croissance des souscriptions chez SBS sur la marque. Grâce en fait à cette évolution du mix, on a une marge opérationnelle d'activité qui progresse à plus de 15% maintenant, donc qui gagne 3 points sur le semestre et qui devrait continuer à progresser sur le S2 pour atteindre les guidance du groupe qui ont été donc récemment rehaussées. Donc elles étaient initialement entre 15 et 17% de MOA et on passe à entre 16 et 18, tiré par une croissance également rehaussée qui était attendue entre 3 et 5% initialement et qui est désormais attendue entre 4 et 6%. Nous, ce qu'on a remarqué et ce qu'il faut noter sur le semestre, c'est que le groupe a quand même reconnu beaucoup d'upfront sur certains de ses nouveaux contrats, donc ça s'est pas directement traduit en cash. Donc voilà, on a cette bonne performance de la top line, pardon, qui n'a pas directement découlé dans le free cash flow, qui en plus a été pénalisé sur le semestre par un effet BFR négatif. Donc on a un free cash flow qui a été divisé par 2 par rapport au S1 2025. Et voilà, nous sur le dossier en général, on reste toujours à AD. Ça reste quand même pour nous, 74 Software reste un des titres les plus solides dans le secteur des logiciels français, car il a un positionnement donc très solide dans le secteur bancaire qui, pour nous, sera difficilement disruptable par l'IA, du moins à court terme. Mais on pense que voilà, l'ensemble du newsflow IA continuera à peser négativement sur le titre. Et merci Alexis. Je vais terminer en parlant de deux secteurs. Le premier, c'est les ESN. Alors, il y a eu plusieurs publications, mais la plus remarquable, encore une fois, c'était OB, qui a publié un chiffre d'affaires T2 en hausse de 31%. On est à plus 12% en organique. Donc, il y a encore une accélération par rapport au T1 qui était déjà à plus 10 et donc bien supérieur aux attentes. Le groupe a relevé ses objectifs annuels à la fois sur la top line et sur la marge qui est désormais attendue dans le haut de la fourchette initiale. Ça reste la valeur la plus qualitative dans le secteur. L'acquisition de Solutech était clairement une très très belle opération qui s'avère très créatrice de synergie commerciale, comme le montre la dynamique de croissance organique ces derniers trimestres. Donc c'est une valeur sur laquelle on est toujours positif. Et finalement, le titre est à moins 3% depuis le début de l'année. C'est clairement lié aux craintes sur l'IA. Mais si on regarde les chiffres publiés, ça mériterait clairement une revalorisation. Toujours dans le secteur, il y a Sword qui a publié, et Sword qui fait toujours une bonne croissance organique, on est à près de 14%. Il y a néanmoins deux bémols sur Sword, un peu comme depuis plusieurs trimestres. C'est d'une part les effets périmètres liés aux cessions, qui s'avère plus négatif que prévu. Donc en publié, les chiffres sont quand même inférieurs à ce qu'on pouvait attendre. Là-dessus, il y a une communication qui n'a pas été géniale, et ça avait été déjà le cas sur la session précédente. Le groupe avait un peu sous-estimé au moment des annonces la perte de chiffre d'affaires. Et puis le deuxième élément, c'est la consommation de cash. Alors au S1, c'est souvent le cas. Il y a des consommations de cash un peu plus importante que prévu. Comme d'habitude, le groupe devrait améliorer ce cash sur le second semestre. Néanmoins, il y a quelques dépenses un peu plus importantes que ce qu'on attendait. Voilà. Donc, pour l'instant, on privilégie quand même plutôt OB, et ça me permet et je passe pour le dernier point sur les publications, c'est l'Easy. Je ne vais pas faire très long, mais on voit que le secteur aéronautique continue d'offrir une visibilité sur la croissance qui est assez remarquable. Et comme on avait évoqué dans notre dernière note sur l'Easy, eh bien, on a un effet de levier sur les marges qui se matérialise avec une hausse des volumes et la robotisation et l'automatisation des process chez l'Easy Aerospace. On a une marge opérationnelle courante qui
qui frôle les 15% sur cette division au premier semestre. Au second semestre, on n'aura pas de nouvelle amélioration, on aura plutôt une légère contraction parce qu'il y a à la fois une saisonnalité, mais aussi des certifications de pas mal de nouvelles pièces. Donc ça va engendrer des coûts à court terme, mais ça va permettre au groupe de poursuivre sa croissance sur les 2 prochains exercices. On aura une croissance à 2 chiffres encore sur la partie aérospace et à partir de 27-28, une nouvelle amélioration de la rentabilité. Voilà, c'est un cours qui est pas décoté, hein, puisqu'il y a eu déjà un très bon parcours ces derniers semestres. Néanmoins, c'est une valeur extrêmement solide et qui, pour nous, devrait continuer à performer au fur et à mesure de la progression des résultats qui va être toujours très forte. Voilà pour ce qu'on voulait dire sur les publications. Ça me permet de dire un mot sur nos valeurs favorites, puisque on les a évoquées, mais on avait 3 publications, Virbac, ID Logistique et Delta Plus. Et dans tous les cas, les titres ont été en hausse la semaine passée, et donc on se félicite quand même d'avoir plutôt été positionné sur des sociétés dont les publications ont rassuré, même si sur Delta Plus c'était un peu plus mitigé, mais il y a des perspectives sur 2027 qui sont très positives aux US notamment. Alten fait aussi partie de nos valeurs favorites, qui publiera cette semaine, a très très bien réagi, je dirais, dans la lignée des publications du secteur. Donc on attendra demain soir la publication pour vérifier qu'il y a un momentum qui s'améliore sur Alten. Dans le secteur, on attendra aussi Infotel. Et juste pour terminer sur notre buy list, la performance a été freinée par le repli de près de 9% d'Exaome, qui a clairement été chahuté par les annonces de Nexity sur le coup d'arrêt sur l'appétence des primo-accédants. C'est évidemment un sujet sur Exaome, même si il faut quand même avoir en tête que les publications vont s'améliorer compte tenu des prises de commande l'an dernier, et surtout qu'il y a une amélioration de la rentabilité chez Exaome qui fait que les multiples restent très bas. Voilà pour ce tour d'horizon. Cette semaine, on attend encore 14 publications dans notre stock guide, avec en particulier donc Alten, Infotel. On a Wavestone également dans le secteur connexe. Et puis en fin de semaine, on aura Mersenne plus dans les parties industrielles. Voilà, on a pas mal de choses encore cette semaine. On fera évidemment le récap vendredi. En revanche, on n'aura pas de conférence hebdomadaire lundi prochain. On fait une pause pendant 3 semaines, et puis on sera évidemment ravis de vous retrouver fin août, bronzé et reposé. Et donc on vous souhaite un peu en avance de bonnes vacances, et on vous retrouve donc fin août. Merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup, bonnes vacances. Merci Jean-François.